Champlain est arrivé là, à Pointe-à-Mathew, et c'est là qu'il a rencontré le chef Anadabijou. La Pointe-à-Mathew, c'est la première? Ce n'est pas la première, c'est celle qui est la plus éloignée. La plus éloignée là-bas, OK. Une part de moi-même m'échappe. Quand j'ai débarqué en Amérique, j'étais français. Et bientôt, je ne vivais ni ne pensais plus comme un Français. J'étais devenu Canadien. Du mot iroquois, Kanata. Ma tribu s'est donné d'autres noms depuis. Canadien français, puis Québécois. Mais dans l'idée que nous nous faisons de nous-mêmes, quelque chose s'est dérobé. Un fil s'est rompu en chemin. Ce n'est peut-être pas un hasard si la question de notre identité ressurgit constamment dans notre histoire. Comme si aucune réponse ne nous avait encore pleinement satisfait. Si j'arrivais ici, moi, en 1603, si j'étais Champlain, je verrais quoi? Ça serait comment? Tu arriverais par ici là, le 27 mai 1603. Puis tu t'approcherais en canot là, de cet endroit-là où il y a une plage. Puis tu verrais en haut un grand chapoutoine, c'est-à-dire une grande tente dans laquelle il y avait un chef, Anadabijou, puis une centaine d'hommes. Champlain arrive ici avec un mandat du roi de France pour conclure une alliance avec les montagnais, dans lequel le roi leur demande si des Français peuvent s'établir sur leur terre, celle des montagnais, donc on reconnaît que ce sont les terres des montagnais, et ils se sont intégrés dans une alliance qui était celle des Inuits, dans laquelle ils ont joué un rôle de plus en plus important, mais toujours à partir de cette base qui est celle des Inuits, et qu'ils ont ultérieurement élargie, mais c'est toujours la même alliance. Quand on parle de l'alliance franco-amérindienne qui dure au 17e, 18e siècle jusqu'à la conquête, c'est le déploiement de cette alliance qui est fondée ici. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire que notre histoire commence ici. C'est pas à Québec que ça a commencé. C'est pas à Québec que ça a commencé, c'est ici. On pourrait dire aussi que ça a commencé il y a 10 000 ans, parce que l'arrivée des Européens ne se réalise pas dans un continent vide, elle se réalise dans un continent qui est connu, qui est parfaitement habité, qui a ses traditions culturelles, ses traditions politiques, qui représente une civilisation, donc une grande profondeur culturelle, une grande profondeur de la mémoire, et ça fait partie de notre histoire. Parce que Et est-ce qu'en arrivant, on respecte ces traditions-là au départ? Absolument, les Européens n'ont pas le choix. S'ils veulent faire une alliance, ils doivent la faire sur le mode des gens du pays. Il faut prendre la couleur du pays. Cette approche-là, cette façon de faire, là, cette rencontre-là qui a eu lieu, semble être différente des histoires qu'on a entendues par rapport à la conquête, finalement, de l'Amérique du Sud par les Espagnols ou même la façon dont les Anglais sont arrivés en Amérique. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste? Est-ce qu'il y a une différence entre cette façon de faire-là? Oui, il y a une différence parce que l'établissement des Français ne démarre pas par la conquête du territoire et par des guerres avec les Autochtones. Ça commence par des alliances avec des Autochtones. Et comme les Autochtones exigent qu'il y ait des mariages, ben, il faut qu'il y ait des mariages entre les Français et les Indiens. Parce que ça, c'est la façon de faire amérindienne. C'est la façon de faire. C'est un mariage. C'est la façon un véritable mariage, on parle. Là. Et Champlain va souhaiter que nos fils, les Français, marient des Amérindiennes et que nous fassions un seul peuple. Et ça, c'est unique. On n'a pas ça en histoire coloniale ailleurs, ce projet. Ce qui veut dire qu'il y a une proximité nettement plus grande entre les Autochtones et nos ancêtres, les colons français, que dans les autres colonies. À cet égard, c'est un trait distinct de notre histoire coloniale et un trait dont on aurait raison d'être fier plutôt que de l'occulter. On croit bien connaître ce qui nous est familier. Puis on s'aperçoit un jour qu'on a regardé sans voir, que l'essentiel nous a peut-être échappé.
Chose curieuse, tandis que beaucoup de nations imitent les coutumes françaises, je remarque qu'ici, ce sont les Français qui, en maints égards, suivent les coutumes des Indiens avec qui ils ont des rapports journaliers. Ils fument dans des pipes indiennes, un tabac préparé à l'indienne, et portent charretières et ceintures comme les Indiens. Ils leur empruntent aussi leurs canaux d'écorce et les conduisent à l'indienne. Ils ont adopté aussi beaucoup d'autres façons indiennes. Un monde nous sépare aujourd'hui des Premières Nations. En apparence, du moins. Mais dans la proximité quotidienne des premiers 150 ans, il y a sûrement quelques façons de faire ou de penser qui ont séduit nos ancêtres. À l'époque, il y a eu plusieurs écrits des Français qui sont arrivés ici, qui ont été surpris de ne pas voir de pauvres. De voir des gens tous égaux. Puis l'inverse aussi, des rapports d'Amérindiens qu'on a emmenés en Europe, qui ont été surpris de voir qu'il y avait des gens avec énormément de richesses, puis d'autres vraiment très pauvres, des inégalités sociales importantes. Oui, ça c'est dans les sociétés dans lesquelles on vivait, nous autres, c'est qu'il n'y avait pas cette disparité-là. Il n'y avait pas de classe sociale. Ou tu étais pauvre, tout le monde était pauvre, ou tout le monde était riche, puis on avait plein de biens, puis à ce moment-là, on était... Mais, puis le prestige, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va pas avec l'accumulation de biens. Donc, les gens, souvent, les Français, quand ils venaient ici, dans les sociétés, que ce soit les missionnaires ou les autres, ils cherchaient le chef parce qu'ils pensaient que le chef, c'était celui qui avait le plus. Un peu comme en Europe, le roi, ou bon. Donc, on cherchait quelqu'un qui avait beaucoup. Alors souvent, on était surpris de voir que le chef, il y avait moins que rien, là. Parce que s'il était chef, souvent, c'est parce qu'il distribuait tout. Donc, lui, il n'y avait plus rien. Puis, il habitait dans des choses bien ordinaires. Il y avait rien de spécial qui le distingue des autres, en fait. Mais c'est sûr que le rapport n'était pas le même. Le rapport à l'autorité, c'était pas... On peut pas comprendre que quelqu'un peut avoir de l'autorité sur les personnes. Ça, des responsabilités, un rôle justement de faire en sorte d'amoindrir les conflits, de faire en sorte que les gens se parlent, mais avoir une autorité puis décider à la place de... Puis d'élever les enfants dans cette liberté-là, c'était pour inculquer quelle valeur? À la base, vous vouliez quand tu dis c'était pour en faire de vrais êtres humains, c'était quoi un vrai être humain? Un vrai être humain, c'était quelqu'un qui était respectueux des gens avec qui il se trouvait, hein? Donc, respectueux des aînés, respectueux de ses parents, respectueux des gens autour, mais pas un respect dans la crainte. Pas un respect, parce que là, on dit, il faut respecter l'autorité. Tu sais, mais c'est pas ce genre de respect-là. Respecter dans la crainte, c'est pas du respect, là. Respecter dans la valeur, parce qu'il y a une valeur derrière ça. Respecter ce qui nous entoure. À partir du moment où tu as le respect, le reste suit. L'harmonie, moi, je pense que oui, c'est la base. Le respect. Bien sûr qu'on peut rajouter d'autres valeurs, comme par exemple le partage. Puis ça, c'est pas la générosité là, qui est arrivée ensuite. Il faut être généreux. Ça n'a rien à voir. Le partage, c'est vraiment de dire ce qu'on a, on le met à la disposition des autres, parce que quand nous, on aura besoin, on va aussi pouvoir avoir ce même partage des autres. On dit souvent que les Québécois ont un problème avec la richesse. Ne serait-ce pas plutôt une trace heureuse de cet esprit d'égalité amérindien?